Au dîner d'anniversaire, ma sœur m'a frappé et a hurlé, « Tu as 10 minutes pour disparaître. » Nos parents ont applaudi. J'ai souri, sorti un dossier, et j'ai dit, « En fait, il ne vous reste à tous que 5 minutes. » Je n'aurais jamais cru que ma vie prendrait ce tournant. Jamais je n'aurais imaginé être l'instrument de la chute de ma propre famille. Mais ils ont allumé le feu eux-mêmes, sans se douter que je passerais des mois à rassembler le bois pour le bûcher. Cette histoire est celle d'une justice lente, méticuleuse, et terriblement satisfaisante, une histoire qui prouve que les chiffres, contrairement aux gens, ne mentent jamais. Avant d'entrer dans les détails de cette soirée qui a tout changé, je serais curieuse de savoir d'où vous m'écoutez. C'est une chose que j'aime avec les histoires, elles voyagent. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Cela me fait sentir un peu moins seule dans mon récit. Je m'appelle Alix, j'ai 31 ans, et ma vie est une affaire de précision. Je vis à Bordeaux, une ville de pierres blondes et de reflets changeants sur la Garonne, un lieu où l'histoire et la modernité coexistent. Mon travail est le reflet de cette ville. Je suis experte comptable judiciaire. Ce titre un peu pompeux cache une réalité simple, je suis une détective des chiffres. Les entreprises, les avocats, parfois même les tribunaux, me paient pour trouver la vérité dans le labyrinthe des transactions financières. Je traque les fraudes, les détournements, les actifs cachés. C'est un travail de patience, une plongée en apnée dans des océans de données où la moindre incohérence, la plus petite virgule mal placée, peut être le signe d'un mensonge. J'aime mon travail pour sa logique implacable, pour la certitude qu'il offre. À la fin, il y a toujours une réponse. Une vérité. Tout le contraire de ma famille. Ma famille, c'est un tableau de maître de l'apparence provinciale. Mon père, Bernard, et ma mère, Monique, coulent des jours qu'ils décrivent comme paisibles à Arcachon. Leur vie est rythmée par les marées, les promenades sur le front de mer et le soin de leur image de « bon vivant » à la retraite. Et puis, il y a ma sœur aînée, Faustine. Elle a 32 ans. Faustine n'est pas simplement une personne, elle est un événement. Elle est le soleil éclatant autour duquel notre petite galaxie familiale a toujours été contrainte de tourner. Mariée à Grégoire, un homme dont le principal atout est son sourire photogénique, elle est la mère de 2 enfants, Léandre et Clotilde. Agente immobilier à succès, elle règne sur son petit royaume depuis sa magnifique maison du Bouscat, une banlieue chic de Bordeaux. Sa vie est une mise en scène permanente sur les réseaux sociaux, un flux ininterrompu de bonheur filtré, de succès affichés et de perfection ostentatoire. Elle est tout ce que mes parents ont toujours voulu, l'incarnation de leurs ambitions sociales. Et au milieu de tout ça, il y a moi. L'anomalie. L'ombre qui fait ressortir l'éclat du tableau. Je suis plus calme, plus réservé. Mon esprit est analytique, pas social. Célibataire par choix, je me suis investi corps et âme dans une carrière qu'ils n'ont jamais vraiment comprise, la qualifiant de « compliquée » ou « un peu austère ». Ma vie, je l'ai bâtie seule. Mon appartement en centre-ville de Bordeaux, avec ma petite bibliothèque bien remplie et mes plantes vertes, est mon sanctuaire. Un lieu construit non pas sur des apparences, mais sur des années de travail acharné et le remboursement méticuleux de mes prêts étudiants. Cette différence de traitement n'a jamais été un secret. C'était une loi fondamentale de notre univers. Le souvenir qui me hante le plus, celui qui a défini nos rapports, date de mes 18 ans. Faustine venait d'être acceptée dans une prestigieuse école de commerce privée. Sans une seconde d'hésitation, mes parents ont signé un chèque de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un investissement pour son avenir, disait-il. 1 an plus tard, quand j'ai été admise en licence de comptabilité à l'Université publique de Bordeaux, j'ai demandé une petite aide pour mes frais d'inscription et l'achat de mes premiers livres. Je me souviens encore de la scène. Mon père, assis dans son fauteuil, a baissé son journal et m'a regardé par-dessus ses lunettes. Sa voix était calme, professorale. La vie n'est pas un cadeau, Alix. Il faut mériter son succès. Alors j'ai mérité le mien. J'ai passé mes années d'études à jongler entre les cours magistraux et les services du soir dans un café du quartier Saint-Pierre. L'odeur de l'expresso et des croissants chauds était mon parfum, la fatigue, ma compagne. Pendant ce temps, Faustine réseautait lors de soirées étudiantes financées par nos parents. Pour célébrer son diplôme, elle a eu droit à un voyage en Italie.
Pour le mien, je me suis offert une pizza. 1 an plus tard, ils ont orchestré son mariage de conte de fées dans un château du Médoc. Sur le carton de remerciement, en lettres dorées, était inscrite cette phrase: « La vie est un cadeau ». J'ai conservé ce carton. C'était mon rappel constant, la preuve tangible de l'ironie cruelle qui régissait ma famille. Pendant des années, j'ai cru que le silence était ma seule armure. J'ignorais qu'il n'était en fait que les barreaux de ma propre cage. Et la clé était sur le point d'apparaître, sous la forme la plus inattendue. J'avais fini par accepter ma place de second rôle dans le théâtre de notre famille. J'avais construit ma propre scène, loin de leurs projecteurs. Je pensais avoir fait la paix avec cette dynamique, avec cette injustice silencieuse qui ronge les fondations d'une famille. Mais il y a environ 1 an, le vernis de leur perfection a commencé à craquer, et j'étais la seule à remarquer les fines fissures qui apparaissaient à la surface. Tout a commencé par des anomalies, des dissonances dans la mélodie bien huilée de leur vie. Mon esprit, entraîné à repérer les écarts, ne pouvait les ignorer. Mes parents, dont la retraite était confortable mais loin d'être opulente, ont soudainement adopté un style de vie qui ne correspondait en rien à leurs revenus connus. Le premier signal fut une série de photos publiées par ma mère sur Facebook. Elle et mon père, souriant à pleines dents, un cocktail à la main, avec en arrière-plan les eaux turquoises de l'île Maurice. Le voyage de notre vie, proclamait la légende. Une vague de commentaires admiratifs a suivi. J'ai cliqué sur « J'aime », bien sûr. Mais en arrière-plan de mon esprit, un tableur invisible s'est mis en marche. Billets d'avion, hôtels de luxe, excursions, la somme était conséquente. Peu de temps après, lors d'un déjeuner dominical à Arcachon, d'autres détails m'ont frappé. La nouvelle montre au poignet de mon père, un modèle suisse bien connu. Le bracelet en or que ma mère n'arrêtait pas d'admirer. Et la voiture. La vieille berline familiale avait été remplacée par un SUV allemand neuf. Un bon prix, a simplement commenté mon père quand je l'ai interrogé. L'ancien commençait à coûter cher en réparation. L'explication était plausible. Mais ajoutée au reste, elle sonnait faux. Parallèlement, la vie de Faustine et Grégoire était passée de « réussie » à « indécente ». Chaque visite chez eux au Bouscat était une nouvelle démonstration de richesse. La piscine creusée de l'été dernier était maintenant flanquée d'une cuisine d'été en acier inoxydable qui aurait fait pâlir d'envie un chef étoilé. Un paysagiste avait transformé leur jardin en un petit paradis de verdure. Grégoire, dont je savais que le salaire de directeur de salle de sport était correct mais pas exorbitant, portait des costumes sur mesure. Et Faustine ? Faustine était un défilé de mode permanent. Ses publications sur les réseaux sociaux étaient un catalogue de luxe, un week-end à Deauville, une journée shopping à Paris, des dîners dans des restaurants étoilés. Je connaissais le marché immobilier bordelais. Même pour un agent qui réussit, il y avait un décalage flagrant entre son activité déclarée et ses dépenses apparentes. Les chiffres ne mentaient pas, et ceux que j'avais en tête criaient à l'incohérence. Le point de bascule, le moment où le doute s'est transformé en suspicion active, a eu lieu lors de la fête pour les 60 ans de ma mère. La soirée se tenait, comme il se doit, dans le temple de la réussite familiale, la maison de Faustine. L'organisation était extravagante. Traiteurs, serveurs en uniforme, champagne qui coulait à flots. Pour son cadeau, j'avais voulu quelque chose de personnel. J'avais passé des semaines à écumer les bouquinistes de Bordeaux pour trouver une première édition d'un roman de François Mauriac, l'auteur fétiche de ma mère. Un objet chargé d'histoire, de sens. Je l'avais emballé avec soin. Faustine, bien sûr, a fait une entrée remarquée, en retard. Elle a tendu à ma mère une petite boîte orange, reconnaissable entre toutes. Un sac d'une marque de luxe. Ma mère a eu un cri de joie. Mon livre, après un « Oh, merci ma chérie, c'est gentil », a été posé sur une table et oublié. Le sac, lui, a fait le tour de l'assemblée, devenant le centre d'attention. La blessure était familière. Ce n'était pas l'argent, c'était le mépris. Le mépris pour le temps, l'effort, l'affection. J'ai senti le besoin de m'isoler. Je me suis dirigée vers la cuisine, prétextant chercher un verre d'eau. La porte du bureau attenant était entr'ouverte. J'ai entendu des chuchotements. C'était mon père et Faustine. Sois plus discrète avec les virements ce mois-ci,
Faustine, a murmuré mon père. Sa voix était tendue. On ne veut pas attirer l'attention. La réponse de ma sœur était un sifflement agacé. Papa, il faut bien payer le traiteur. C'est toi qui voulais une grande fête. Et puis, il y a les acomptes pour la Toscane, tu as oublié? Je sais, a coupé mon père. Fais-le simplement passer par le compte pro, comme d'habitude. Ça se fondra dans la masse. Le compte pro. La Toscane. Les virements. Ces mots, prononcés à voix basse dans une maison qui célébrait une richesse inexplicable, ont résonné dans mon esprit comme une sirène d'alarme. Mon instinct professionnel, affûté par des années d'analyse, venait de prendre le pas sur mes émotions de fille et de sœur. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable non pas par colère, mais par une sorte de tristesse résolue. Si je ne pouvais pas trouver ma place dans leur cœur, peut-être que je la trouverais dans leur compte en banque. Avant de me lancer dans une analyse financière qui, je le sentais, serait sans retour, j'ai eu besoin d'un dernier geste. Un geste irrationnel, dicté par le cœur et non par la raison. Je devais poser une dernière question, tendre une dernière perche, pour m'assurer que je ne détruisais pas quelque chose qui était déjà mort. Mon test ultime ne concernait pas l'argent, mais un souvenir, le collier de ma grand-mère. Ma grand-mère paternelle était une femme simple et douce, décédée lorsque j'étais au lycée. Son héritage était immatériel, fait de souvenirs de tartes aux pommes et d'histoires lues au coin du feu. Le seul bien matériel auquel j'étais attaché était son collier. Ce n'était rien de précieux, juste un petit médaillon en argent, usé par le temps, représentant une hirondelle en plein vol. C'était son bijou de tous les jours. Peu avant sa mort, elle avait pris mes mains dans les siennes, sa peau fine comme du papier de soie, et avait murmuré, « Celui-ci, c'est pour toi, ma petite Alix. Pour que tu te souviennes de toujours voler librement, peu importe les cages. » Après l'enterrement, ma mère avait récupéré le collier, promettant de me le garder, en lieu sûr, jusqu'à ce que je sois plus grande. Au fil des années, mes demandes occasionnelles avaient été accueillies par des réponses évasives. J'ai donc profité d'une visite à Arcachon un dimanche après-midi. L'atmosphère était détendue. Assise dans le salon qui sentait la cire et l'air marin, j'ai abordé le sujet avec une fausse décontraction. Maman, je pensais l'autre jour au collier de grand-mère. Je sais que ça fait longtemps, mais j'aimerais vraiment le récupérer maintenant. Il compte beaucoup pour moi. Le sourire de ma mère s'est crispé. Un malaise palpable s'est installé. Oh, le collier, a-t-elle commencé, son regard fuyant vers la fenêtre. Tu sais, ma chérie, avec le temps, les déménagements, on perd des choses. Je crains qu'il ne soit égaré. Je ne sais vraiment plus où il peut être. Mon père a baissé son journal, comme un juge rendant son verdict. Ta mère a raison. C'était il y a une éternité. Il faut savoir tourner la page, Alix. Leurs regards ne se sont pas croisés. Leurs mots étaient trop bien préparés, leur dénégation trop rapide. Je les ai observés, non pas comme une fille, mais comme une experte analysant un témoignage. Et j'ai su, avec une certitude absolue, qu'ils mentaient. Leur corps, leur ton, tout criait le mensonge. La confirmation est arrivée 2 semaines plus tard, non pas par une confession, mais par une publication sur les réseaux sociaux. Une amie commune, qui suivait Faustine, m'a envoyé un lien vers un article du journal local, Sud-Ouest. L'article relatait une soirée de gala pour une œuvre caritative à Bordeaux. Une grande photo illustrait l'événement. Et sur cette photo, au centre, se tenait ma sœur, resplendissante dans une robe de soirée. Elle souriait à l'objectif, l'incarnation du succès et de la générosité. Et autour de son cou, captant la lumière des flashs, se trouvait le petit médaillon en argent. Mon hirondelle. Mon collier. La vision de cette photo m'a physiquement secouée. Ce n'était pas la valeur du bijou. C'était le symbole. Il n'avait pas seulement égaré mon héritage. Ils l'avaient activement pris pour le donner à leur autre fille, celle qui, à leurs yeux, le méritait davantage. Ils avaient pris mon souvenir, mon symbole de liberté, et l'avaient transformé en un autre de ses trophées. C'était l'effacement final de ma place dans l'histoire de cette famille. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous confronté votre famille immédiatement, la photo à la main? Auriez-vous choisi de souffrir en silence?
Dites-le moi dans les commentaires. Vos réactions m'intéressent, car dans de telles situations, il n'y a souvent pas de bonne ou de mauvaise réponse. Pour moi, cette photo a été le point de rupture. Le chagrin s'est cristallisé en une résolution froide comme la glace. Le test était terminé. Le résultat, sans appel. Il n'y avait plus de famille à sauver, seulement une fraude à exposer. Le soir même, j'ai cessé d'être une fille et une sœur. Je suis devenue une enquêtrice. J'ai commencé par le commencement logique, les registres publics. En ligne, j'ai accédé au service de la publicité foncière. J'ai entré le nom de mes parents. Le résultat est apparu en quelques secondes. Le 15 mars 2022, une hypothèque légale de 120 000 € avait été inscrite sur leur maison d'Arcachon. La maison était payée depuis une décennie. Pourquoi contracter un tel prêt? La date était la clé. C'était exactement 2 semaines avant que Faustine signe le compromis de vente pour sa propre maison. Ensuite, le registre du commerce et des sociétés. J'ai tapé « Faustine Lambert ». Son entreprise individuelle est apparue. Mais aussi une autre ligne. Une SARL. Faustine Prestige Invest. Créée une semaine après le déblocage des fonds du prêt de mes parents. J'avais tiré sur un fil, et toute la tapisserie commençait à se défaire. Ils avaient volé mon passé en prenant le collier, et volaient mon avenir en me refusant mon dû. Ils ne savaient pas qu'en faisant cela, ils m'avaient donné la seule chose dont j'avais besoin, une raison de ne plus jamais regarder en arrière. Une fois la première porte ouverte avec Faustine Prestige Invest, mon travail a changé de nature. Ce n'était plus une simple vérification, c'était une véritable enquête. Mon appartement, mon sanctuaire de tranquillité, s'est transformé en un quartier général secret. Mes soirées n'étaient plus rythmées par la lecture, mais par le cliquetis de mon clavier, le bruissement des documents que j'imprimais, et l'odeur du café fort qui me tenait éveillé tard dans la nuit. J'ai commencé par disséquer Faustine Prestige Invest. Les statuts, disponibles publiquement, étaient un chef-d'œuvre de flou artistique. L'objet social était un fourre-tout, conseil en investissement, gestion de patrimoine, et toute opération commerciale et financière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social. En clair, cela pouvait signifier tout et rien. Le siège social était déclaré à l'adresse de sa maison. Pas de site internet. Pas de numéro de téléphone professionnel. Pas d'employé déclaré. C'était une coquille vide, une entité fantôme conçue pour une seule chose, recevoir et faire transiter de l'argent. Mon instinct m'a poussé à chercher plus loin. Si une société écran existait, pourquoi pas d'autres? J'ai passé des heures sur les registres, testant différentes combinaisons de noms, de dates de naissance. Et ma persévérance a payé. J'ai découvert 2 autres structures. La première, Solution Bernard, une micro-entreprise au nom de mon père, créée 2 ans plus tôt. Son domaine d'activité déclaré? Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. C'était presque comique. Mon père, dont la plus grande réussite managériale avait été de gérer le rayon crèmerie d'un supermarché, était désormais un consultant en stratégie d'entreprise. La seconde structure était Gestion Monique, une entité similaire au nom de ma mère. Le puzzle s'assemblait sous mes yeux, révélant une image laide et sordide. Le schéma était d'une simplicité déconcertante, un cas d'école de fraude financière familiale que j'avais étudié maintes fois dans mes manuels. Je l'ai dessiné sur un tableau blanc pour clarifier mes idées, comme je le ferais pour un client. Étape 1, l'injection de capital. Mes parents, avec leur profil de retraités sans dette, étaient les emprunteurs parfaits. Le prêt hypothécaire de 120 000 € n'était que le début. En fouillant davantage, j'ai pu estimer, grâce à l'analyse des publications sur les réseaux sociaux et des dépenses, qu'ils avaient probablement contracté des crédits à la consommation supplémentaire, pour un total avoisinant les 200 000 € d'argent, propre, et légalement emprunté. Étape 2, le transfert et l'opacification. Cet argent était ensuite viré, par petits morceaux pour éviter les seuils de déclaration de soupçons, vers les comptes des sociétés écrans. Les virements étaient libellés, prestations de conseil, avance sur prestation, ou prêt d'associé. Des termes techniques pour masquer ce qui était en réalité une donation déguisée et non taxée. Étape 3, le blanchiment. Une fois sur les comptes de Faustine Prestige Invest et des autres entités,
l'argent changeait de statut. Il n'était plus un prêt ou une donation, il devenait un chiffre d'affaires. Un revenu d'entreprise. Faustine pouvait alors l'utiliser de multiples façons, se verser un salaire confortable, des dividendes, ou plus simplement, utiliser les cartes de crédit professionnelles pour payer ses vacances, ses restaurants, ses vêtements de luxe. Étape 4, la fraude en cascade. Ce chiffre d'affaires artificiellement gonflé servait à embellir ses bilans comptables. Avec des bilans flatteurs, elle pouvait ensuite se tourner vers de vraies banques pour obtenir de vrais prêts, comme l'énorme apport personnel pour sa maison, en présentant des garanties de revenus qui étaient totalement fausses. C'était un système pyramidal de mensonges, où chaque mensonge servait à en justifier un autre. Mon travail de documentation est devenu obsessionnel. J'ai créé un dossier informatique sécurisé, avec des sous-dossiers pour chaque preuve. J'ai fait des captures d'écran de tout. La publication sur le voyage à la Barbade coïncidait, à 3 jours près, avec un nouveau prêt à la consommation de 15 000 € contracté par mon père. La photo de la montre de luxe de Grégoire, postée avec la légende « Cadeau de ma femme formidable », est apparue une semaine après un virement de 20 000 € de « Solution Bernard » vers « Faustine Prestige Invest ». Elle était d'une arrogance et d'une imprudence stupéfiantes. Elle documentait elle-même sa fraude, la jetant à la face du monde, persuadée que personne ne regarderait jamais d'assez près. Je me sentais comme une archéologue découvrant les vestiges d'une civilisation corrompue. Chaque nouvelle preuve était une blessure, mais aussi une confirmation. La confirmation que je n'étais pas folle. Que mon sentiment d'injustice n'était pas le fruit de la jalousie, mais la conséquence logique d'une réalité truquée. J'ai compilé, classé, analysé. Le montant total des transactions suspectes que j'ai pu tracer dépassait les 350 000 € sur moins de 3 ans. Ce n'était plus de l'entraide familiale. C'était une opération criminelle organisée, et j'avais désormais la carte détaillée de leurs trésors volés. Alors que mon dossier numérique s'épaississait, devenant une archive accablante de la malhonnêteté de ma famille, une partie de moi restait en suspens. L'acte de dénonciation est un abîme. Une fois le pas franchi, il n'y a pas de retour possible. Je me surprenais à imaginer d'autres scénarios. Une confrontation. Une discussion où, armée de mes preuves, je les forcerais à admettre la vérité, à démanteler leur système et à me présenter des excuses. C'était une pensée naïve, le dernier vestige de l'espoir enfantin que ma famille puisse être sauvée. C'est Faustine qui s'est chargée de pulvériser cet espoir, en déplaçant le champ de bataille sur un terrain sacré et inattendu, mon travail. Un mardi après-midi, un email de mon directeur est tombé dans ma boîte de réception. « Alix, pouvez-vous passer dans mon bureau à 16 h ?» Le ton était laconique, inhabituel. Une boule d'anxiété s'est formée dans mon estomac. J'avais beau savoir que mon travail était irréprochable, ce genre de convocation est toujours inquiétant. À 16 h précises, je frappais à sa porte. Monsieur Dubois était un homme d'une 50aine d'années, rigoureux, juste, et pour qui j'avais un profond respect. Mais cet après-midi-là, son visage était fermé, empreint d'un malaise évident. « Asseyez-vous, Alix, m'a-t-il dit, sans la poignée de main habituelle. Je me suis assise, le dos droit. Il a pris une profonde inspiration, joignant ses mains sur son bureau. J'ai reçu un appel ce matin. Un appel pour le moins, déconcertant. Il vous concernait. Mon sang s'est glacé. La personne au téléphone s'est présentée comme votre sœur, Faustine Lambert. Il a marqué une pause, me jaugeant. Elle m'a dit appeler en tant que membre de votre famille, profondément inquiet pour vous. Le mot « inquiet » était prononcé avec des guillemets invisibles, chargés de sous-entendus. Elle m'a tenu un discours assez alarmant, Alix. Elle a parlé de votre santé mentale fragile, de votre comportement obsessionnel concernant les finances de votre famille. Elle a utilisé les termes « théorie du complot »,« paranoïa ». Chaque mot était un coup de poignard. J'étais paralysée, le souffle coupé. Elle a fini par insinuer, a poursuivi Monsieur Dubois, le regard fuyant, que votre jugement professionnel pourrait être altéré. Que votre stabilité émotionnelle était peut-être compromise. Ce qui, vous le comprenez, pour un poste de la sensibilité du vôtre, est une allégation extrêmement grave. Le silence dans le bureau était total. Dehors, la vie continuait, les bruits de la ville,
mais dans cette pièce, mon monde venait de s'arrêter. Elle avait osé. Elle avait franchi la ligne rouge ultime. Ce n'était plus une question d'argent ou de favoritisme. C'était une tentative d'assassinat professionnel, une tentative de me faire interner socialement. Pendant une seconde, une terrible seconde, j'ai douté. Et si j'étais folle? Et si, à force de chercher, j'avais fini par construire une réalité qui n'existait que dans ma tête? Les voix de ma famille résonnaient en moi. Tu as toujours été trop sensible, Alix, tu te fais des films. C'était leur arme la plus puissante, me faire douter de ma propre perception de la réalité. Puis, la froide logique de mon métier a repris le dessus. Les chiffres. Les dates. Les documents. Ils n'étaient pas le fruit de mon imagination. Ils étaient des faits. La colère a alors balayé le doute. Une colère froide, pure, d'une intensité que je ne m'étais jamais connue. J'ai relevé la tête et j'ai regardé mon directeur droit dans les yeux. Ma voix, quand elle est sortie, était d'un calme olympien. Monsieur Dubois. Je comprends parfaitement votre position et le trouble que cet appel a pu causer. Ce que ma sœur a fait est une manœuvre de déstabilisation d'une grande bassesse. Il est exact que ma famille et moi traversons une crise profonde, basée sur des découvertes que j'ai faites. Mais je peux vous assurer, sur mon honneur et sur les 8 années de travail irréprochable que j'ai consacré à ce cabinet, que mon intégrité professionnelle est et restera intacte. Les théories dont elle parle sont des faits documentés. Si vous le souhaitez, je suis prête à vous en présenter la synthèse. Il m'a scruté, cherchant la moindre faille. Il a vu ma détermination. Je vous crois, Alix, a-t-il dit après un long silence. Votre travail a toujours parlé pour vous. Mais faites attention. Ce genre de conflit familial peut être un poison. Je suis sortie de son bureau les jambes flageolantes, mais l'esprit plus clair que jamais. Il n'y avait plus de dilemme. Il n'y avait plus de pitié. Faustine n'avait pas seulement giflé ma joue, elle avait tenté de briser ma vie. Il pensait m'avoir acculée. En réalité, il venait de libérer la seule partie de moi que j'avais toujours gardée sous contrôle, celle qui ne pardonne pas. La tentative de Faustine de me discréditer professionnellement a été une erreur de calcul monumentale. Elle pensait m'intimider, me faire douter, me pousser à abandonner. Au lieu de cela, elle a transformé ma détermination en une certitude absolue. La confrontation douce n'était plus une option. La seule voie possible était désormais celle de la justice officielle, froide et impersonnelle. Mon enquête n'était plus seulement une quête de vérité, c'était devenu un acte de légitime défense. J'avais déjà un dossier solide, largement suffisant pour alerter l'administration fiscale. Mais je voulais plus. Je voulais la pièce à conviction, l'élément si flagrant, si indéfendable, qu'il ferait s'effondrer toute leur ligne de défense basée sur la solidarité familiale. Je savais exactement où la chercher, là où leur vanité et leur besoin d'afficher leur statut étaient les plus criants, c'est-à-dire dans l'éducation de leurs enfants. Léandre et Clotilde étaient scolarisés dans une prestigieuse école privée internationale, située dans un domaine verdoyant près de Bordeaux. Les frais de scolarité étaient exorbitants, une somme que je savais parfaitement incompatible avec leurs revenus légitimes, même en tenant compte du meilleur montage d'optimisation fiscale légale. C'était une dépense de prestige, un marqueur social essentiel à l'image qu'ils voulaient projeter. Et c'est ce marqueur qui allait causer leur perte. Mon approche se devait d'être professionnelle. Fini l'analyse des miettes laissées sur les réseaux sociaux. J'ai abordé cela comme un véritable dossier client. En France, beaucoup d'établissements privés de ce type sont constitués en association loi 1901. Cette structure les oblige à une certaine transparence. Leurs rapports d'activité, leurs comptes rendus d'assemblée générale, et surtout, leurs états financiers sont souvent accessibles, ne serait-ce que pour rassurer les parents d'élèves et les bienfaiteurs. J'ai passé plusieurs soirées sur leur portail internet. J'ai téléchargé des dizaines de documents, des brochures, des rapports pédagogiques, des procès-verbaux de réunion. La plupart étaient inutiles, remplis du jargon habituel sur l'excellence éducative, l'épanouissement de l'enfant. C'était un travail de fourmi, fastidieux. Et puis, j'ai trouvé la section « Nos partenaires et mécènes ». J'ai ouvert le rapport financier de l'année précédente, un document PDF de 50 pages. J'ai fait défiler les pages, mes yeux balayant les listes de noms.
Et là, mon cœur a cessé de battre pendant une seconde. Dans la catégorie « Grand mécène corporatif », entre le logo d'une grande banque régionale et le nom d'un célèbre château viticole, se trouvait le nom que je cherchais, Faustine Prestige Invest. Je l'avais. Le pistolet encore fumant. Je me suis adossé à ma chaise, un sourire glacial étirant mes lèvres. C'était la preuve ultime, celle qui reliait directement la coquille vide à une dépense personnelle massive. Les implications étaient doubles, et toutes deux illégales. Scénario 1, la société payait directement les frais de scolarité. C'était un abus de bien social caractérisé, une dépense purement personnelle financée par une entité commerciale. De plus, ils avaient très certainement tenté de faire passer cette dépense en charge déductible, ce qui constituait une fraude fiscale. Scénario 2, ils faisaient un don à l'école via la société, bénéficiant ainsi d'une réduction d'impôt sur les sociétés pour mécénat, tout en ayant un accord tacite avec l'école pour que ce don couvre les frais de leurs enfants. Une manœuvre encore plus perverse. Quelle que soit l'hypothèse, c'était indéfendable. C'est à ce moment précis que mon téléphone a vibré. Numéro masqué. Mon instinct m'a dit de répondre. Allô ? La voix à l'autre bout du fil était faible, presque un murmure. Alix ? C'est Grégoire. J'ai senti une vague de mépris. Qu'est-ce que tu veux ? Il semblait paniqué. Écoute, Faustine elle est incontrôlable. Tes parents la poussent. Je ne sais pas tout ce qu'ils font, je te le jure, mais... J'ai peur, Alix. J'ai l'impression qu'on est sur un bateau qui prend l'eau. Sa métaphore était pathétique. Il n'était pas un passager involontaire. Il était le second du capitaine, profitant de la croisière tant que le soleil brillait. Sa peur n'était pas morale, c'était la peur égoïste du naufrage. Il fallait apprendre à nager avant de monter à bord, Grégoire, ai-je répondu, et j'ai raccroché. Sa lâcheté a été le dernier clou dans le cercueil de ma compassion. Il n'y avait pas d'innocents dans cette histoire. Seulement des coupables et des complices. J'avais maintenant toutes les cartes en main. Là, le roi, la reine, le valet. Le jeu était terminé, mais il ne le savait pas encore. Et Faustine elle-même, dans son arrogance infinie, allait m'offrir la table de jeu parfaite pour abattre ma main. Quelques jours à peine après ma découverte capitale, alors que l'appel lâche de Grégoire résonnait encore dans mon esprit, mon téléphone a sonné. L'afficheur indiquait « Faustine ». J'ai laissé sonner, regardant l'écran avec une froide curiosité. Elle a rappelé immédiatement. J'ai décroché. Sa voix était un concentré de fausse chaleur, douce et sucrée comme du miel empoisonné. « Alix, ma petite sœur. Comment vas-tu ? » Le contraste avec sa tentative de me faire passer pour folle quelques jours plus tôt était saisissant. Elle était une actrice consommée. « Je vais bien, Faustine. Que puis-je faire pour toi ? Ai-je demandé, gardant ma voix aussi neutre que possible. Oh, des nouvelles fantastiques. L'agence vient de me nommer agent immobilier du mois. J'ai battu tous les records de vente du trimestre. N'est-ce pas incroyable ? J'ai fermé les yeux. Record de vente. Probablement basé sur des transactions financées par l'argent de nos parents. Chaque mot qu'elle prononçait était un mensonge, une brique de plus dans la façade qu'elle avait construite. Félicitations, ai-je simplement dit. Merci. Pour fêter ça, a-t-elle poursuivi avec un enthousiasme débordant, j'organise un petit dîner à la maison samedi soir. Vraiment juste la famille. Papa et maman seront là, bien sûr. Je veux absolument que tu viennes. Ce serait l'occasion, tu sais, de mettre les choses à plat entre nous. Oublier nos petites tensions récentes. Mettre les choses à plat. L'audace de cette expression m'a presque fait sourire. Elle ne voulait pas aplatir les tensions. Elle voulait m'écraser sous le poids de son succès factice. Ce dîner n'était pas une main tendue. C'était un piège, une arène. Une mise en scène soigneusement orchestrée pour me rappeler ma place, pour me forcer à être le témoin silencieux de son triomphe. Elle voulait me voir admirer sa maison, goûter sa nourriture, écouter ses récits de gloire, et sentir le poids de mon propre échec supposé. C'était sa vengeance pour mon défi silencieux, sa façon de me punir pour avoir osé exister en dehors de son ombre. Le piège était évident, mais il était aussi une invitation.
L'opportunité parfaite que j'attendais. L'occasion de confronter tous les acteurs de ce drame en même temps, sur leur propre scène, au milieu de leur décor de carton-pâte. Avec plaisir, Faustine, ai-je répondu, ma voix soudainement aussi douce que la sienne. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Les 2 jours suivants, je me suis préparée. Ma préparation n'avait rien à voir avec celle d'une invitée à un dîner. C'était la préparation méticuleuse d'une procureure avant sa plaidoirie finale. J'ai passé mes soirées à imprimer et à organiser mon dossier. Chaque document était choisi avec soin. Chaque relevé de compte, chaque acte de société, chaque capture d'écran était une pièce à conviction. J'ai rédigé une synthèse chronologique, claire et concise. J'ai créé des graphiques simples, des diagrammes de flux, montrant l'itinéraire de l'argent depuis les prêts de mes parents jusqu'aux dépenses de luxe de ma sœur. J'ai même surligné les articles pertinents du Code général des impôts et du Code pénal, avec les peines encourues. Le dossier final, une fois relié, était un objet impressionnant. Une centaine de pages de faits bruts, froids, indiscutables. En le tenant, je ne ressentais ni haine, ni joie. Je ressentais une sorte de calme profond, la sérénité de celui qui s'apprête à rétablir l'ordre dans le chaos. Le samedi soir, je me suis habillée avec un soin délibéré. J'ai choisi une robe sobre, une coupe classique, une couleur neutre. Pas de bijoux, à l'exception d'une montre discrète. Je ne voulais pas jouer leur jeu de l'apparence. Je voulais être l'incarnation de la substance face à leur superficialité. En me regardant une dernière fois dans le miroir, j'ai vu une femme que je connaissais à peine. La vulnérabilité avait disparu de ses yeux, remplacée par une détermination d'acier. En conduisant vers le Bouscat, le lourd classeur noir posé sur le siège passager à côté de moi, une pensée m'a fait sourire ironiquement. Elle organisait une fête pour célébrer sa supériorité. Elle pensait m'avoir convoqué pour assister à son couronnement. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait d'envoyer un carton d'invitation pour sa propre destitution. Ce soir, je n'étais pas leur sœur. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur auditrice. Et l'audit allait commencer. La porte de la maison de Faustine s'est ouverte sur une scène de perfection domestique. Une douce lumière éclairait un intérieur impeccable, la musique classique flottait discrètement, et une odeur de rôti aux herbes promettait un festin. Faustine m'a accueilli avec une embrassade qui sonnait faux, son parfum opulent m'enveloppant. « Alix, te voilà enfin. Entre, je t'en prie. » Derrière elle, mes parents m'ont salué avec des sourires forcés. Mon père m'a serré la main, une pression calculée pour être paternelle mais qui se voulait dominante. Ma mère m'a déposé une bise froide sur la joue. La pièce de théâtre pouvait commencer. Le début du dîner fut un long supplice de faux-semblants. Nous avons parlé de la météo, de la politique de manière superficielle, de vagues nouvelles de connaissances communes. Tout en servant un vin blanc coûteux, Faustine a monopolisé la conversation, enchaînant les anecdotes sur sa dernière vente immobilière, miraculeuse, décrivant avec force détail les charmes de l'hôtel qu'ils avaient réservé en Toscane, et vantant les mérites du nouveau programme pour enfants, à haut potentiel, que son fils Léandre venait d'intégrer. Mes parents l'écoutaient avec une dévotion quasi religieuse, ponctuant son monologue d'exclamations admiratives. J'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai posé des questions neutres. J'étais une actrice dans leur pièce, attendant patiemment le 3e acte, celui que j'avais écrit moi-même. Le moment est venu, comme je m'y attendais, entre le plat principal et le dessert. Ma mère, après avoir porté son verre à ses lèvres, l'a reposé avec une lenteur étudiée. Elle a tourné vers moi un visage empreint de cette sollicitude artificielle qui m'avait toujours glacé le sang. « Alix, ma chérie, a-t-elle commencé d'une voix douce. Tu sais, en voyant tout ce que ta sœur a accompli, nous nous faisons un peu de soucis pour toi. Ne crois-tu pas qu'il serait temps de te stabiliser? De penser à construire quelque chose de solide? Ce travail que tu fais, cet appartement? Ce n'est pas vraiment une vie pour une femme de ton âge. » Mon père a aussitôt saisi la balle au bond. « Ta mère a raison. Regarde Faustine. Une maison magnifique, un mari qui l'aime, des enfants merveilleux, une carrière qui explose. Elle a tout compris à la vie. » Le silence s'est abattu sur la table. 4 paires d'yeux étaient fixés sur moi. C'était une embuscade en règle. Une attaque coordonnée.
Faustine a porté le coup de grâce avec un petit rire, un son cristallin et méprisant. Oh, laissez-la. Tout le monde n'est pas ambitieux. Et puis, il faut le dire, tout le monde n'est pas doué pour ça. Certaines personnes savent simplement mieux gérer l'argent, c'est tout. Cette phrase. Cette arrogance. C'était le signal. J'ai posé délicatement ma fourchette et mon couteau sur mon assiette. J'ai bu une gorgée d'eau. J'ai levé les yeux et j'ai regardé ma sœur, droit dans les siens. Surtout, ai-je dit, ma voix calme et claire coupant le silence comme une lame, quand cet argent n'est pas le leur. Le temps a semblé se suspendre. Le sourire de Faustine s'est évaporé, remplacé par une incrédulité stupéfaite. Mon père a froncé les sourcils, un pli de colère apparaissant entre ses yeux. Grégoire, à côté de Faustine, a semblé rapetisser sur sa chaise, son visage devenant cireux. « Qu'est-ce que tu racontes » a sifflé Faustine, sa voix perdant de son assurance. Je n'ai pas baissé le regard. Des années de silence, des années de douleur et d'humiliation refoulées ont trouvé leur chemin jusqu'à ma voix. J'ai dit, ai-je répété, un peu plus fort, que c'est facile de jouer les femmes d'affaires accomplies avec l'argent des autres. Avec l'argent des prêts que papa et maman ont contractés en mettant en jeu la seule maison qu'ils possèdent. C'en était trop pour elle. Sa réaction a été purement viscérale. Elle a repoussé sa chaise si violemment qu'elle a failli tomber. En un éclair, elle a contourné la table. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Sa main est partie. Clac. Le son de la gifle a été sec, brutal. Il a résonné dans la salle à manger comme un coup de feu. Ma joue m'a brûlé, une douleur vive et humiliante. Puis, l'impensable s'est produit. Un bruit. Des applaudissements. Lents, délibérés. C'était mon père. Ma mère l'a imité. Ils applaudissaient. Ils applaudissaient leur fille aînée pour avoir frappé leur cadette. Bravo, ma chérie, a dit ma mère, son visage illuminé par une fierté tordue. Parfois, il faut savoir remettre les gens à leur place. La douleur physique sur ma joue a disparu, remplacée par une clarté absolue. Le son de leurs applaudissements a été le son de ma libération finale. Toute culpabilité, toute hésitation, a été balayée. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Pas un sourire de bonheur. Un sourire de pure et froide résolution. Faustine, ivre de sa victoire apparente, s'est penchée vers moi, son visage déformé par la rage. Tu as 10 minutes pour disparaître de ma vie. Sors de ma maison, ou j'appelle la police et je te fais expulser pour violation de domicile. J'ai attrapé mon sac à main, posé au sol. En fait, ai-je dit en me levant, ma voix d'un calme qui les a surpris. J'ai sorti le lourd classeur noir. Il ne vous reste à tous que 5 minutes. Je l'ai laissé tomber sur la table avec un bruit sourd et final qui a fait trembler la vaisselle de luxe. Le temps de prendre connaissance de votre véritable bilan comptable. Le classeur noir, posé au milieu des restes du dîner de célébration, a aspiré toute l'arrogance de la pièce. Le silence qui s'est installé était différent du précédent. Ce n'était plus un silence tendu, c'était un silence lourd, chargé d'appréhension. Les applaudissements avaient cessé. Les sourires avaient disparu. Qu'est-ce que c'est que ça, a exigé mon père, essayant de retrouver une once de son autorité paternelle, mais sa voix a trahi une pointe d'inquiétude. Sans un mot, j'ai ouvert le classeur. Les pages blanches, couvertes de chiffres noirs et de surlignages de couleurs, semblaient irréelles dans la lumière tamisée de la salle à manger. Ce n'est pas une comédie, ai-je dit, ma voix posée, celle que j'utilisais en réunion avec des clients. C'est une analyse financière. Le résultat d'un an de travail. On pourrait appeler ça un audit. Un audit de la réussite de la famille Lambert. Je me suis levée, pas pour les dominer, mais pour avoir l'espace de présenter mes conclusions. J'ai sorti la première page, une copie nette. Document numéro 1, ai-je annoncé, comme si je présentais une pièce à conviction. Copie de l'acte d'hypothèque de 120 000 €, contracté par Bernard et Monique Lambert sur leur résidence principale à Arcachon. Date, 15 mars 2022. Soit, curieusement, 2 semaines exactement avant que toi, Faustine, tu signes le compromis de vente pour cette maison. J'ai fait glisser le document vers le centre de la table. Il a atterri près d'une corbeille à pain. Document numéro 2.
Statut de la société à responsabilité limitée, Faustine Prestige Invest, créée une semaine après le déblocage des fonds du prêt. Gérante et unique associée, Faustine Lambert. Siège social, cette adresse même. J'ai continué, ma voix un monotone implacable. J'ai sorti les copies des relevés de compte que j'avais pu reconstituer grâce aux dates et aux montants, les actes de création des sociétés écrans de mes parents, les captures d'écran de leurs publications extravagantes, chacune datée et juxtaposée à une transaction financière correspondante. C'était une symphonie de la fraude, et j'en étais le chef d'orchestre. Et voici ma pièce favorite, ai-je dit, sortant la page que j'avais gardée pour la fin. Le rapport financier annuel de l'École internationale de Léandre et Clotilde. Et qui trouvons-nous dans la liste prestigieuse des grands mécènes corporatifs, entre un grand nom de la banque et un château classé? Faustine Prestige Invest. C'est une belle vitrine de générosité. Sauf que le droit fiscal, lui, a un autre nom pour ça, abus de biens sociaux et fraude fiscale par le biais d'un don fictif. Chaque document était un coup de marteau, brisant un peu plus leur façade. Grégoire était passé du blanc au vert. Il semblait sur le point d'être malade. Ma mère avait sa main sur sa bouche, ses yeux écarquillés passant de moi au papier, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait, ou plutôt, qu'on l'ait découvert. Faustine a tenté une contre-attaque. Tu as fouillé dans nos vies. C'est illégal. C'est du harcèlement. Aucunement, ai-je rétorqué, sans la regarder, trop concentrée sur ma présentation. Tout ce que vous voyez ici provient de sources publiques. Le registre du commerce, le service de la publicité foncière, les rapports annuels publiés en ligne. Vous avez laissé une trace écrite de chaque mensonge. La seule chose que j'ai faite, c'est de les relier entre eux. Vous étiez tellement occupé à admirer votre reflet dans le miroir que vous n'avez pas vu que la maison était en verre. Mon père s'est levé d'un bond, son visage rouge de colère. Ça suffit, Alix. C'est notre argent. C'est de la famille. On a le droit de s'entraider. Cette fois, je l'ai regardé. L'entraide, papa? Est-ce que c'est de l'entraide de m'humilier pendant des années? Est-ce que c'est de l'entraide de me refuser de quoi payer mes études pendant que vous signez des chèques en blanc pour Faustine? Est-ce que c'est de l'entraide de risquer votre propre maison, votre sécurité, pour financer les sacs à main et les vacances de ma sœur? Je me suis tournée vers lui. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Il faut mériter son succès. Apparemment, pour Faustine, cela signifiait mériter l'argent pour lequel vous avez risqué de tout perdre. Faustine avait éclaté en sanglots. Mais ce n'étaient pas les larmes du remords. C'étaient les larmes de la rage et de la peur d'être prise. S'il te plaît, Alix. A-t-elle sangloté. Pense aux enfants. Ne fais pas ça. Pensez aux enfants, ai-je répondu, ma voix se brisant presque, non pas de pitié, mais de la pureté de mon indignation. J'ai pensé à eux quand tu as volé le collier de leur arrière-grand-mère, un collier qui m'était destiné. J'ai pensé à eux quand tu as appelé mon patron pour essayer de me faire virer. Et j'ai pensé à la magnifique leçon que vous leur donnez, que l'intégrité n'a pas d'importance tant que l'illusion est parfaite. Ne t'inquiète pas, ils vont apprendre une nouvelle leçon maintenant. Une leçon de conséquence. J'ai refermé le classeur. Le bruit sec a scellé la fin de la conversation. En voyant leur visage, non plus arrogant, mais terrifié et défait, je n'ai ressenti aucune joie. Juste un vide immense. Une tristesse infinie pour la famille que nous n'avions jamais été. C'était le prix à payer. Le prix de la vérité. J'ai remis le dossier dans mon sac et je me suis dirigé vers la porte. Voici ce qui va se passer, ai-je annoncé, ma voix ne tremblant plus. Dans les 48 heures, une copie intégrale de ce dossier, avec une note de synthèse, sera transmise au procureur de la République de Bordeaux et à la Direction régionale des finances publiques. Compte tenu des montants, de la durée, et du caractère organisé du montage, une enquête pénale sera inévitable. Je vous suggère de contacter un avocat. Un très bon avocat. Je me suis arrêté sur le seuil, et je me suis retourné une dernière fois. Ah, et Faustine? Le fisc adore les dossiers bien organisés. Le mien est impeccable. En fermant la porte derrière moi, je n'ai pas ressenti de la joie. J'ai ressenti le poids terrible de la justice. Et pour la première fois de ma vie, j'étais libre.
On pourrait croire qu'après une telle explosion, le silence qui suit est apaisant. Ce n'est pas le cas. Le silence qui a suivi cette soirée était assourdissant, rempli de l'écho des mots qui avaient été dits et des vies qui venaient d'être brisées. La confrontation est un acte rapide, violent. La reconstruction, elle, est un processus long, silencieux, et qui se mène seul. Les jours suivants, j'ai vécu dans une bulle. Mon téléphone, que j'avais mis en mode silencieux, vibrait sans cesse sur ma table basse. Des appels de numéros inconnus, probablement des avocats. Des messages vocaux de Faustine, passant des supplications aux insultes. Des SMS de mon père, me traitant de « traîtresse » et de « monstre sans cœur ». Des emails de ma mère, évoquant mon enfance, essayant de jouer sur une corde sensible qui avait été coupée depuis longtemps. J'ai tout ignoré. J'ai tenu ma promesse. Le mardi matin, j'ai déposé 2 copies certifiées conformes de mon dossier, l'une au palais de justice, l'autre au centre des impôts. Ma mission était accomplie. La machine administrative et judiciaire s'est mise en branle, avec sa lenteur caractéristique mais sa force inexorable. Les nouvelles me sont parvenues par vagues indirectes, à travers les murmures de la petite bourgeoisie bordelaise, un monde dont je n'avais jamais fait partie mais dont les échos me parvenaient. L'enquête a été rapide. Leurs comptes en banque ont été saisis à titre conservatoire. La magnifique maison du Bouscat, symbole de leur fausse réussite, a été placée sous scellé par la justice. Voir les photos dans le journal local, avec les rubans de la gendarmerie sur le portail, a été un choc étrange, un mélange de validation et de profonde tristesse. Faustine et Grégoire ont dû quitter leur paradis. Leur couple n'a pas survécu au scandale. Grégoire, dans un acte de lâcheté suprême, a demandé le divorce, plaidant qu'il avait été influencé et n'était pas au courant de l'ampleur de la fraude. Il a collaboré avec la justice et a écopé d'une peine plus légère. Le procès de Faustine a été l'événement mondain de l'année pour certains. Elle a tout tenté, jouant la carte de la mère de famille dépassée, de l'épouse sous influence, de la fille aimante. Mais l'épreuve était trop accablante. Le dossier que j'avais constitué était irréfutable. Elle a évité la prison ferme, mais sa condamnation a été lourde, une peine de plusieurs années de prison avec sursis, une amende record qui a anéanti toutes leurs économies, et une interdiction définitive d'exercer toute profession commerciale ou de gestion. Sa carrière, son statut, son identité sociale, tout a été réduit en cendres. Mes parents, considérés comme complices, ont également été condamnés. Leur âge avancé leur a évité une peine sévère, mais ils ont été condamnés à une amende, et surtout, au remboursement de tous les impôts éludés, avec des pénalités qui ont doublé la somme. Pour payer, ils ont dû vendre leur maison d'Arcachon, la maison de mon enfance. Ils vivent aujourd'hui dans un petit appartement de location, leur retraite servant à peine à couvrir leurs frais et à rembourser l'État. Ai-je ressenti de la joie en apprenant tout cela? Pas une seule seconde. Chaque nouvelle étape de leur déchéance était un poids de plus sur ma conscience. C'est pourquoi j'ai pris la décision la plus importante de ma nouvelle vie, j'ai commencé une thérapie. Pendant des mois, j'ai parlé. J'ai vidé mon sac. J'ai raconté l'histoire de la petite fille invisible qui voulait juste l'approbation de ses parents. J'ai parlé de la colère, de la douleur, mais aussi de la culpabilité. J'ai appris à faire le deuil. Le deuil de la famille que je n'avais jamais eue, et que je n'aurai jamais. J'ai appris à me pardonner. Pas pour ce que j'avais fait, mais pour ce que j'avais enduré sans rien dire pendant si longtemps. Paradoxalement, cette épreuve a eu un effet positif sur ma carrière. Mon directeur a compris la situation et a été, à sa manière, impressionné par la rigueur et le courage dont j'avais fait preuve. J'ai obtenu une promotion. Il y a 6 mois, j'ai saisi une opportunité que je n'aurais jamais osé envisager avant, un poste de direction à Paris, au sein d'une unité d'élite spécialisée dans la lutte contre la grande délinquance financière. Aujourd'hui, je vis dans un appartement charmant près du canal Saint-Martin. Mon travail me passionne. J'ai bâti ma propre famille, non pas sur les liens du sang, mais sur ceux du cœur, un groupe d'amis fidèles, qui me connaissent pour qui je suis vraiment. Cette histoire est la mienne, mais je sais que je ne suis pas seule. Si vous avez déjà ressenti le besoin de vous battre pour votre propre valeur contre ceux qui étaient censés vous aimer le plus, partagez votre histoire ou simplement un mot de soutien dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. La famille n'est pas toujours une question de sang.
C'est une question de sécurité, de respect et d'amour. Et si vous ne trouvez pas cela là où vous êtes né, vous avez le droit et le devoir de le construire ailleurs. N'oubliez pas de liker cette vidéo si mon histoire vous a touché, et de vous abonner pour plus de récits sur la justice, la résilience et la force de se reconstruire.